Bonjour à tous, bienvenue à ce 23e épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Anne-Michèle Meigs. Je vais y aller avec une courte présentation. Donc, Anne-Michèle Meigs, ancienne directrice de la planification au ministère de l'Immigration du Québec, chroniqueuse et analyste, qui a publié de nombreux textes dans l'autre journal, Inroads et plusieurs autres quotidiens. Elle est reconnue pour la rigueur de ses analyses des politiques d'immigration et pour son regard critique sur la capacité réelle du Québec et du Canada à gérer ce dossier de manière cohérente. Madame Meigs, bonjour. Bonjour, merci de l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Alors, c'est un gros sujet, puis je pense que c'est un sujet délicat, mais que vous abordez déjà depuis plusieurs années avec courage dans les médias. Une voix posée, nuancée, qu'on apprécie. J'aimerais qu'on commence cet entretien peut-être en démystifiant l'immigration, en vous demandant pourquoi dans vos textes vous insistez souvent sur la distinction entre les différents types d'immigration, permanente, temporaire, les demandeurs d'asile, et pourquoi il serait essentiel de comprendre cette distinction-là pour parler sérieusement de l'immigration au Québec. Merci. C'est vrai, c'est un sujet très important pour l'avenir du Québec, pour n'importe quelle société. Puis chaque décision, on va aller un peu dans la technique, mais chaque décision prise en matière d'immigration touche directement une personne ou une famille dans une des décisions les plus importantes de leur vie. Fait que c'est pour ça qu'il faut bien faire. Donc, votre question est parfaite. Oui, 3 différents types d'immigration dans un sens, 3 différents statuts, et chaque type est géré différemment. Donc, l'immigration permanente fait référence à des personnes qui ont obtenu un visa de résidence permanente. Les résidents permanents ont tous les mêmes devoirs et droits que les citoyens, sauf le droit de vote et de se présenter en élection. Leur parcours d'immigration, toutes les procédures pour venir s'installer de manière permanente au Canada et donc au Québec, est terminé. Ils peuvent vivre leur vie ici sans beaucoup moins de bureaucratie. L'immigration temporaire fait référence à des personnes qui ont obtenu un permis temporaire de travail ou d'études, c'est-à-dire un permis avec une date d'expiration. La loi prévoit que ces personnes quittent le pays quand leur permis expire. S'ils ne sont pas capables de renouveler leur permis ou d'obtenir un autre type de permis, il y a bien au-delà de centaines de différents permis de travail avec différentes conditions. Donc, c'est devenu extrêmement complexe. La durée d'un permis peut être de 6 mois jusqu'à, je pense, le plus long à peu près, c'est 3 ans, et il y a de moins en moins ce type-là, dépendant des conditions du permis, de la situation. Et les personnes sont comptées, ces personnes-là, les résidents, sont comptés comme résidents non permanents. On a des résidents permanents, des résidents non permanents pour les fins des estimations démographiques, pour compter la population. Les demandeurs d'asile sont des personnes qui demandent d'être reconnus comme réfugiés une fois arrivés au pays. Ils sont comptés aussi comme résidents non permanents jusqu'à leur demande d'être soit acceptés, ils sont reconnus comme réfugiés, ils obtiennent leur visa de résidence permanente. Là, on les compte comme des résidents permanents, mais jusque-là, ils sont comptés comme résidents non permanents. Dans la gestion de chaque type, l'immigration permanente est planifiée. Au Québec, on détermine périodiquement le nombre de personnes qui sont accordées le statut de résident permanent. Ce sont les fameux seuils dont on entend parler, les 35, les 60, les 90. On établit un seuil général, total, ainsi que des seuils pour chaque catégorie d'immigration permanente, économique, familiale, humanitaire. Humanitaire, c'est des réfugiés qui ont été reconnus soit à l'étranger, soit ici. Actuellement, le gouvernement a proposé une planification, on fait actuellement cet automne, sur une période de 4 ans, 2026 et 2029, et chaque année, un plan annuel est déposé en lien avec les orientations. Normalement, avant le 1er novembre, mais avec la prorogation, les choses sont bousculées un peu. Avec les cibles, ou les seuils ou les cibles, le nombre de résidents permanents qui sont acceptés chaque année. Pendant des décennies, la loi était qu'il fallait faire une demande d'immigration permanente de l'étranger. Ça faisait en sorte que les demandes étaient évaluées avant l'arrivée, selon la grille de points avec les critères établis par le Québec.
Et si la demande obtenait le minimum de points nécessaires, le Québec donne ce qu'on appelle un certificat de sélection du Québec, CSQ, et le gouvernement fédéral donne ensuite la résidence permanente. Les gens arrivaient comme résidents permanents, donc. On appelle ça le système d'immigration à une étape. Ils partent des étrangers, ils arrivent comme résidents permanents. Pour l'immigration temporaire, il n'y a pas ce type de planification. Il n'y a pas eu un nombre maximal de permis d'études ou de travail. Jamais. Ni le fédéral, ni le Québec. Et c'est là où le bas blesse. Au début des années 20, l'obligation de faire une demande à partir de l'étranger a été éliminée. Et de nouveaux programmes d'immigration permanente ont été créés pour des personnes avec un diplôme ou un emploi déjà ici. Donc, ils pouvaient obtenir un CSQ et la résidence permanente sans quitter le pays. Là, ce qu'on appelle, on tombe dans le système à 2 étapes. On arrive avec un permis temporaire, puis là, si tout va bien, grand si, vous allez vous pouvez faire une demande de l'immigration permanente puis avoir la CSQ. Quant aux demandeurs d'asile, il est presque impossible de planifier. On inclut un seuil dans les seuils d'immigration permanente, mais le nombre de personnes qui arrivent pour faire une demande d'asile, ils ne sont pas supposés, c'est parce qu'on ne sait pas d'avance combien de personnes vont faire une demande une fois arrivées. On ne sait pas non plus combien vont être reconnus comme réfugiés et ils vont pouvoir rester. Et il y a des incidents imprévisibles, ainsi que parfois des mauvaises décisions prises qui peuvent monter ou baisser le nombre. On a des mesures de prévention qui peuvent être mises en place pour mitiger la croissance. Et ça, le fédéral est en train d'essayer de le faire. Mais on sait que, je vais revenir, je pense plus tard, on va parler de ces éléments-là, je vais revenir. Bien, il faut noter qu'avec le système à 2 étapes, les chiffres qu'on entend du nombre ne sont jamais des chiffres des nouveaux arrivants. Parce que les gens sont déjà ici, finalement. Bien, c'est-à-dire que ça crée de la confusion. On compte le nombre de visas ou de permis, visa permanent, permis temporaire. On compte aussi tous les 3 mois, Statistique Canada, le nombre de personnes sur le territoire avec un permis d'une sorte ou une autre. Mais on ne compte pas le nombre de personnes qui sont arrivées ou qui vont arriver. Et ça, je trouve que c'est un problème. Avant, là, quand c'était à une étape, tu savais, juste par l'effet des procédures, que les gens allaient arriver en dedans de 6 mois d'avoir l'avis de résidence permanente. Parce qu'il y a un bilan de santé qui doit être fait. Et le bilan est bon pour 6 mois. Donc, il faut qu'ils arrivent avant que c'est expiré. Fait que c'est ça, là, à une étape, on avait une assez bonne idée quand ils allaient arriver, le nombre d'arrivées. Il y avait une prévisibilité, finalement, pour nous, mais aussi pour les gens qui arrivaient, finalement, parce que, dans le fond, ils savaient, il n'y avait pas de jeu de « est-ce que mon permis va être renouvelé? » Est-ce que, ça garantissait, si on voulait, Oui, non, c'est vraiment... c'est mieux pour tout le monde. Ouais. Mais est-ce que vous pensez qu'il est trop tard pour revenir à un système Bien là, vous me posez, je pense qu'on va parler prend un peu d'avance. On en parlera plus tard. Parfait, on y reviendra. Et puis, je ne sais pas si vous aviez terminé de faire le tour. Oui, alors, puis là, on a couvert un peu, mais quelle est la place de l'immigration temporaire dans le système et quels effets concrets ça entraîne, cette immigration-là, sur le marché du travail et l'intégration? Eh bien, l'immigration temporaire a pris presque toute la place dans les dernières années. Je ne veux pas beaucoup de chiffres, mais en 2024, il y avait à peu près 60 000 personnes qui ont obtenu leur résidence permanente au Québec. À la fin de cette année-là, parce que c'est comme ça, on les compte, là, on compte le nombre de titulaires de permis le 31 décembre, il y avait plus de 600 000 personnes au Québec avec un permis temporaire d'études ou de travail. C'est 10 fois plus. Très peu de ces gens-là vont avoir la résidence permanente.
je vais dire. Mais l'affaire aussi, c'est que ils peuvent quasiment tous travailler, sauf certains membres de la famille, là. Même les étudiants. Le danger est qu'une grande proportion travaille dans les emplois à bas salaire, dans les manufacturiers ou dans la restauration Les rapide, services. puis ça. Puis ça peut garder les salaires bas pour tout le monde, en bas de l'échelle. Il n'y a pas d'incitatif pour les employeurs d'augmenter les salaires ou améliorer les conditions de travail ou investir pour trouver d'autres façons d'être productif, là, comme mécanisation du travail, des choses comme ça. Ça fait que ça, c'est un des enjeux. Pensez-vous que ça peut contribuer à, par exemple, le taux de chômage qu'on voit chez les jeunes en ce moment? C'est difficile à savoir Ouais. combien ça peut. Mais c'est mais pas impossible. j'ai mes questions à moi, pourquoi certaines chaînes trouvent que c'est plus pertinent de dépenser énormément de bureaucratie et d'argent pour faire venir des gens de l'étranger, quand en principe, il y a des jeunes ici. Là, il y avait on a découvert des choses récemment là, qui m'a surpris. Franchement. Donc, difficile de savoir. Moi, je peux pas. On peut spéculer. Ouais, bon, Je suis on pas est dans beaucoup le dans terrain la de la spéculation, spéculation. moi, là. Parfait. Mais et quant à l'intégration et la francisation, encore une fois, le système à 2 étapes complique l'affaire. Parce que la grande majorité des personnes à statut temporaire vont partir. Et est-ce qu'on offre des cours de français gratuits à des gens qui vont quitter? Aussi, plusieurs, ils n'ont pas le temps de suivre des cours de français. Selon leur permis, des fois, ils sont obligés de travailler un certain nombre d'heures par jour, là, ou par semaine. Puis, si l'employeur ne permet pas la francisation dans le milieu de travail, et c'est souvent le cas, il est souvent impossible pour ces personnes de trouver le temps pour prendre des cours. Là. Ça fait que... aussi, une connaissance du français est une condition de base pour être sélectionné pour un CSQ. Pour l'immigration permanente au Québec, c'est une des raisons pourquoi on avait besoin de plus de pouvoir en immigration. Mais ce n'est pas le cas pour les permis temporaires. On n'a jamais exigé... l'exigence linguistique établie essentiellement par l'employeur, puis jamais testée, jamais de... donc, les besoins en francisation sont plus importants avec l'immigration temporaire, mais un petit pourcentage s'inscrit et souvent, ils vont quitter de toute manière à la fin de leur permis. C'est vraiment... Ça complique les choses énormément. Donc, oui, il y a des enjeux. Là. Oui. Par rapport au flux croissant là, de demandeurs d'asile qu'on a remarqué récemment et l'entente là, sur les tiers pays sûrs qui a fait couler beaucoup d'encre aussi, puis qui est par ailleurs assez mal comprise, je pense. Pourriez-vous clarifier Je vais faire de mon mieux. la situation? L'entente sur les tiers pays sûrs est une entente avec les États-Unis, entre le Canada et les États-Unis, qui date de 2002. Elle s'applique à la frontière terrestre. Les 2 pays s'entendent que si quelqu'un d'un 3e pays, c'est pas sûr qu'un 3e tiers pays sûr, comme Mexique, le Nigeria, l'Inde, traverse la frontière, cette personne ne pourra faire une demande d'asile et se retourner soit au Canada ou aux États-Unis. Ça va dans les 2 sens. Il faut qu'ils fassent leur demande là où ils arrivent, là, soit au Canada ou aux États-Unis. Mais ce n'est que quand Trump a été élu la première fois en 2016, avec un discours qui menaçait déjà certaines personnes immigrantes de déportation, qu'on a découvert un échappatoire dans l'entente. C'est-à-dire qu'il ne s'appliquait qu'au poste officiel d'entrée. Et donc, ça ne s'appliquait pas s'il était capable de passer autrement. Et donc, on a découvert le chemin Roxham. Et on passait... c'est donc en 2017 que beaucoup de personnes aux États-Unis qui craignaient déportation ont découvert le chemin Roxham. Puis la loi internationale sur les réfugiés respectée par le Canada dit qu'on ne peut pas refouler les demandeurs d'asile sans avoir traité leur demande. Il faut... s'ils arrivent au pays. Et ce n'était qu'après la pandémie, au début de 2023, que l'entente a été modifiée dans le temps de Biden pour s'assurer qu'elle s'appliquerait à toute la frontière.
Puis la sécurité à la frontière a été renforcée, surtout avec la réélection de M. Trump. Et les tsars des Puis, frontières. le nombre de demandes à la frontière a baissé. Mais les demandes peuvent se faire aussi à l'aéroport ou même en ligne après avoir quitté l'aéroport. Donc, il faut essayer de déceler, parce que tout le monde qui arrive à un aéroport a déjà un document de voyage délivré par le gouvernement fédéral. C'est ça. Toutes les entrées sont contrôlées par le fédéral. Et donc, un visa de visiteur ou un permis quelconque, un permis de séjour temporaire, il y a toutes sortes de noms. Mais il faut donc, quand quelqu'un à l'étranger fait une demande pour ce genre de document, essayer de déceler lesquels c'est pas vraiment pour visiter ou pour étudier, c'est pour demander d'asile. Et là, il commence à être mieux dans ça, mais des fois, ça va trop loin, puis ils refusent des gens qui ont vraiment besoin de visiter un parent qui est mourant ou whatever, puis il se fait refuser dans les algorithmes du fédéral, mais Mais donc, c'est essentiellement fédéral, c'est ce que je comprends. Ça, c'est fédéral, là, oui. De toute façon, je voulais mentionner aussi que le Québec sera toujours un territoire qui risque de recevoir beaucoup de demandes d'asile parce que le chemin pris par les migrants du sud des États-Unis passe par la côte Est. Il passe par Miami, New Jersey, New York, puis Québec. Là, pour eux autres, c'est Canada, mais pour nous autres, c'est Québec. Et les aéroports. L'aéroport de Montréal, New York, Toronto, c'est presque la grande majorité des vols internationaux vient de l'Est. Même de Chine et de l'Inde, ils passent. L'Atlantique est un peu plus facile à traverser que le Pacifique. Là. Ça fait que ça va toujours être une question. Il va falloir qu'on prenne en charge d'une façon ou d'une autre. Donc, accepter et réfléchir. Réfléchir comment on va gérer cette situation. Mais il faudrait aussi idéalement qu'il y ait les ressources qui suivent pour qu'on puisse le faire bien. Oui. Non, mais c'est ça. Là. C'est pas ça qui... Il y a trois, essentiellement... Moi, je fais une comparaison avec des feux de forêt. On sait que ça va arriver. C'est inévitable. Mais on ne sait pas quand, on ne sait pas où, on ne sait pas combien, on ne sait pas quelle ampleur. Donc, il y a comme trois leviers qu'un gouvernement a dans une situation comme ça. D'abord, d'être capable de bien documenter. Regardez exactement ce qui se passe et pourquoi certains feux arrivent ici ou là. Dans le cas des demandeurs d'asile, ça vient d'où et quelles sont les filières criminelles là, qui les poussent, puis des affaires de même. Ensuite, la prévention, comme je parlais, de déceler d'avance, soit à la frontière terrestre qu'on a déjà, prévention de ce côté-là, mais aussi dans les demandes. Et le troisième, c'est sûr d'avoir un fonds d'urgence. D'avoir des ressources prêtes quand quelque chose d'imprévisible arrive. On a eu des situations, des Syriens, ça, c'est pas des demandeurs d'asile, ça, c'était des gens qui étaient reconnus comme réfugiés à l'étranger, comme les boat people. Humanitaire, là, la filière dont vous parliez au début. Okay. C'est ça, c'était autre chose. Mais il y a des choses qui arrivent, il y a des crises climatiques partout, il y a des conflits partout. Oui, puis il y a de l'incertitude en ce moment-là. Oui, c'est ça. Assuré. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter. Non, parfait. On entend souvent que l'immigration, là, c'est la solution à la pénurie de main-d'œuvre ou au vieillissement de la population. Selon vous, est-ce que ce sont des mythes ou des réalités ou un peu des deux? Je ne suis pas économiste ou démographe, mais ce que les économistes nous disent, c'est qu'il n'y a pas... C'est pas une solution à une pénurie de main-d'œuvre généralisée. Ça peut être une solution pour une entreprise dans une place quelque part. Il y a peut-être un besoin spécifique dans un secteur, dans une région, mais ce n'est pas une solution généralisée. Donc, augmenter l'immigration pour régler une pénurie de main-d'œuvre, c'est pas logique. C'est pas la panacée il faut être plus ciblé. Et les démographes nous disent que l'immigration a très peu d'influence sur le vieillissement de la population parce que les immigrants vieillissent aussi. Puis ils arrivent, ils ont déjà un certain âge. Oui, c'est ça. Là. Ça fait que c'est pas... ceci étant dit, l'immigration, si on gère bien, peut influencer d'une façon ou d'une autre, minimalement. C'est marginal, mais il faut quand même... regarder ça, point de vue des salaires, point de vue de la langue, point de vue des critères de sélection généralement, l'âge.
J'aime bien l'idée d'avoir des gens avec des jeunes enfants. Les jeunes enfants, là, ils vont à l'école française. Oui. Ça, là, c'est clair, là, que 90 là, sont francisés. Les gens qui arrivent après 15 ans, euh, après 10 ans, il y en a à peu près 30 qui ont appris vraiment le français. S'ils sont allophones, s'ils ne le connaissaient pas déjà. Ça fait que c'est pour ça que moi, je trouve que c'est une belle solution. Non seulement ça maintient la structure d'âge un peu plus en santé, puis aussi pour la francisation, je trouve que c'est une Ouais. bonne idée. Je pense que ça fait bien le lien avec le prochain sujet concerne la capacité d'accueil, la cohésion sociale, là. Donc, on sait que là, il y a peut-être débat sur le terme capacité d'accueil. Est-ce qu'on préfère volonté d'accueil? Est-ce qu'on préfère générosité d'accueil, comme j'ai lu dans la préface signée par Pierre Fortin? Mais bon, disons qu'on parle de capacité d'accueil pour cet entretien, là. Au-delà des chiffres, il y a cette question-là. Logement, services publics. Peut-on dire que notre capacité d'accueil à l'heure actuelle, elle est déjà dépassée, notamment en matière justement de logement et puis de pression sur les services Bien, publics? vous avez raison de dire qu'il y a des différentes définitions. Puis, je dois dire, là, j'étais responsable de la planification stratégique au ministère. On a des services d'intégration. Essayer de définir l'objectif de ces services-là et est-ce on a réussi l'intégration? Ça a toujours été un défi. Mais quand moi, je suis plus pratico-pratique, c'est est-ce que les conditions sont en place quand les gens arrivent pour qu'ils soient bien accueillis? Ouais. Donc, moi, personnellement, je prends plus cette approche-là. Y a-t-il des logements, surtout locatifs? En commençant, même si c'est l'immigration permanente, ils vont louer avant d'acheter, Oui. trouver leur place. Est-ce qu'il y a des places en garderie? Parce qu'ils vont travailler, la plupart, là, dans des écoles, les classes d'accueil, s'il y en a beaucoup de jeunes qui ne parlent pas le français. Accès à un médecin de famille, le transport collectif. Surtout si on veut absolument qu'ils s'installent en région, mais surtout avec un permis temporaire, je reviens toujours à des enjeux de ce statut-là. Avoir un prêt ou une hypothèque, quand tu as un permis qui dit que tu dois quitter dans 8 mois ou 1 an, C'est très compliqué. c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Et aussi, tu n'as pas d'antécédent au pays financier, là, antécédent là, pour garantir votre capacité financière. C'est pour ça qu'il y a des obligations de capacité financière avant d'arriver. Mais c'est toutes ces choses-là, on peut les mesurer de toutes sortes de façons. Il faut décider qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est le logement abordable? Est-ce que c'est le taux d'inoccupation? Est-ce que c'est le nombre de médecins disponibles? Par habitant. Il y a des indicateurs pour toutes ces choses-là. Et là où il n'y en a pas, bien là, il est normalement possible de mettre en place ce qu'il faut là, pour mesurer. Ouais. Ça, c'est une autre... c'est tout un chantier de pouvoir mesurer des choses. Mais moi, je suis optimiste et convaincu qu'il est possible. Et même que ces éléments-là, ces indicateurs-là, que si on décidait là-dessus, devraient se faire par région. Oui. Ça fait qu'on sache, là, dans certaines communautés, ils ont de la place ici ou non. Puis parce que ils ont envie d'accueillir davantage le taux de personnes. d'inoccupation là, en région est pire qu'à Montréal. Oui. Ça fait que c'est quelque chose, là, moi, je pense que c'est possible. Mais on ne l'a jamais fait. On ne l'a jamais fait. Donc, moi et personne, je dirais, est capable de dire si on a dépassé notre capacité, à quel moment? C'était quand on avait 150, quand on avait 150, est-ce que quand on en avait 350? Parce que 1000, je parle en 1000. Parce que là, on a 600 000. Et il n'y a pas d'émeute, là, mais c'est bien difficile pour bien du monde. C'est difficile, c'est vrai. Là. Oui. Puis, donc, c'est ça que je trouve est le grand défi des gouvernements en ce moment. Et on n'a jamais examiné ces facteurs, même pas pour l'immigration permanente.
Et certainement pas si on ne met pas de plafond. Là, on ne met pas de plafond. Là, tu sais, c'est sur l'immigration temporaire. Mais c'est critique. Mais parce que quand je vous entendais faire la liste de médecins de famille, école, logement, je veux dire, je pense que tout le monde convient que c'est un peu difficile pour tout le monde là, en ce moment dans ces Et ce dans ces l'était secteurs. avant qu'on Ouais. avait beaucoup de... Oui, C'était avant effectivement. la pandémie aussi. Là, c'est Puis, puis, pas... puis ça va l'être davantage aussi juste pour des raisons démographiques. Il y a le vieillissement Ah de oui, la non, il y a population. toutes sortes, toutes Ouais. sortes de raisons pourquoi le logement, il y a une pénurie de logements abordables. Ouais. On n'a pas Tu sais, construit pandémie, assez. là, Ouais. on sait tous, là, quand on voulait faire des rénovations dans les maisons, que les coûts du C'était bois, cher. tout ça, là, tu sais, Ouais. ça fait que, tu sais, dans la construction, ça fait qu'il y a toutes sortes de raisons au-delà de juste la demande. Là, tu sais, ça fait que c'est... Oui, donc c'est quelque chose qu'on, dans le fond, ce que je lis aussi souvent dans votre texte, c'est que oui, effectivement, il faudrait planifier. Idéalement, Oui. il faut planifier, mais là, on ne sait pas trop sur quoi se baser. C'est un peu ça le problème. Bien, on n'a pas... Oui, c'est décevant. Parce Ouais. que même il y a 2 ans, quand on a passé par les consultations il y a 2 ans, ces mêmes questions ont été soulevées. Et j'avais de l'espoir qu'on aurait quelques réponses. Puis, au lieu de ça, dans le document de consultation, il demande à des gens qui vont témoigner, qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai dit, mais là, c'est comme... c'est dommage, mais qu'est-ce que tu veux? Bien, sur le sentiment peut-être des Québécois, puis là, j'inclus les Québécois de souche et les Québécois issus de l'immigration, je pense qu'il y en a plusieurs qui ont le sentiment que là, on a un peu perdu le contrôle sur l'immigration. Puis tous les gouvernements confondus. Est-ce que ce sentiment repose sur des faits? Et si oui, quelles données l'éclairent? J'ai écrit sur les 2 niveaux de gouvernement, puis je dis les 2 ont perdu le contrôle. Le fédéral a même augmenté ses seuils de immigration permanente. Le Québec les a gardés relativement stables avec les hauts et les bas de la pandémie, mais quand même. Mais c'est... Puis, si on ne met pas de plafond, ça va exploser. Là. Tu sais, c'est ça le problème. On l'a vu même au Québec avec le programme d'expérience québécois. On voulait continuer à, même quand on a mis les plafonds sur toutes les autres catégories, on a dit on va continuer. Bien là, ça a dépassé de beaucoup plus qu'ils pensaient. Ça fait que c'est un problème. Donc oui, on voit les graphiques qui montrent la courbe du nombre de permis d'études qui monte en flèche dans les dernières années. Ça fait qu'on ne peut pas nier ça. En 2023, le gouvernement fédéral a enfin compris qu'il fallait ramener le contrôle un peu. Ils ont commencé à baisser leur seuil d'immigration permanent et à serrer les conditions pour certains permis temporaires. Puis en 2024, ils ont pour la première fois établi les cibles pour baisser le pourcentage des résidents non permanents dans la population dans sa planification de l'immigration. Première fois. Et le Québec, cette fois-ci, aussi fait le même genre de geste. Là. Il inclut la question de l'immigration temporaire dans sa planification. C'est la première fois. Il y a 2 ans, on demandait déjà que ça se fasse. On était déçus, mais là, c'est là. Mais ce ne sera pas facile. Parce que la grande majorité des personnes à statut temporaire sont venues avec la conviction qu'ils pourraient rester. Ils se sont fait dire, des fois par les gouvernements, il y avait des slogans « Venez étudier, restez », des affaires de même. Mais il y a aussi beaucoup des gens qui font de l'argent sur le dos des immigrants, les faux consultants, les passeurs criminels, les trafiqueurs. Ils vont prendre leur argent, dire « Ah oui, on va vous trouver un peu, et vous allez pouvoir rester. On va organiser votre permis, puis là, vous allez pouvoir rester. » Et donc, on a vendu les rêves, mais les chances sont maigres parce qu'ils occupent des postes à bas salaire où ils n'ont pas de niveau de scolarité qu'on cherche pour l'immigration permanente, où ils ne connaissent pas assez bien le français. Ils ne seront jamais éligibles au programme d'immigration permanente. Donc, ça va être un gros défi oui, ça va être difficile à baisser. Ça fait de la peine. On voit des... oui, puis c'est des drames humains, là. On les voit passer, les gens qui, justement, croyaient qu'ils pouvaient rester puis que là, doivent s'en aller. C'est un des
un de mes autres grands arguments contre l'immigration à 2 étapes. Uh-huh. Soyons clairs et transparents avec les Sur gens. les réseaux, je pense que dans un de vos textes, vous parlez de que les collèges privés qui avaient des réseaux, là, que se sont fait un peu encadrer, mais que dans le fond, c'était juste une partie du problème qui a été réglée. Et là, quand le fédéral a commencé à annoncer qu'il allait couper dans les permis temporaires, là, il y avait des gens de l'Inde et de partout là, qui disaient mais on veut rester, puis peut-être qu'on n'aura pas notre résidence permanente parce qu'il y en aura moins qui vont donner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé d'asile. Ça leur donne quelques années de plus pour être ici légalement. Mais c'est ça aussi, ça a une influence sur le nombre de demandes d'asile, des gens avec des permis d'études qui demandent d'asile, tout ça. C'est vraiment, c'est pas... Pour ce qui est de la volonté d'accueil, ça va au-delà de ma compréhension de la capacité d'accueil, comme je dis, mais tout indique que ce n'est pas vraiment une préoccupation majeure au Québec. Le peuple québécois est accueillant et c'est démontré dans les sondages. Et donc, moi, là, c'est pas le côté qui m'inquiète du tout. Vraiment, là, le peuple québécois est bien... La volonté d'accueillir est là, c'est pas ça le problème. La générosité est là. C'est les autres choses, le pratico-pratique. Est-ce qu'on peut les accueillir correctement? Oui, parce que je pense que vous mentionnez que le taux de pauvreté chez les nouveaux arrivants est pire que dans d'autres groupes. Donc, c'est comme si on n'est pas capable de les accueillir à la hauteur de ce qu'on voudrait. Bien, certaines des études démontrent que les gens qui arrivent avec un permis temporaire qui est avec un haut salaire, dans un poste à un haut salaire, eux autres, là, ils sont, même si leur salaire au début est peut-être un peu moins que les natifs, l'écart se rétrécit. Et ils vont au-delà même des fois des natifs. Là. Ça va, ils rattrapent et ça va bien. Mais pour les gens à bas salaire, les mêmes études démontrent qu'ils ne se rattrapent jamais. Le salaire est plus bas que les natifs et ça reste plus bas que les natifs. Ça fait que c'est pas nécessairement un cadeau qu'on leur offre. Pour eux autres, là, c'est bien mieux des fois que ce qu'ils ont quitté. Mais c'est pour de notre perspective, chez nous, c'est pas le genre de vie qu'on souhaite pour des gens. Mais moi, je suis assez d'accord avec votre lecture là, de la volonté d'accueil. Je pense qu'elle est là. Après, il y a des gens qui s'inquiètent que cette volonté d'accueil soit justement diminuée peut-être à la longue si on maintient des taux d'immigration qui sont peut-être trop important. On le voit arriver un petit peu en Europe et tout ça. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que vous pensez que c'est un argument là pour avoir une immigration qui est contrôlée, qui est bien gérée? Mais moi, j'ai creusé un rapport qui est produit annuellement par Environics, là, qui ça a fait les manchettes parce que, oui, là, au Canada et au Québec, le nombre de personnes qui trouvent qu'il y a... La question, il faut être précise, la question, est-ce qu'il y a trop d'immigration au Canada? Pour ça, aux Québécois aussi. Mais dans les deux cas, ça a augmenté rapidement dans les 2 dernières années, 2002 à 2004. On verra, ça va sortir encore bientôt. Mais moins pour le Québec. Il y en a beaucoup moins au Québec qui trouvent qu'il y a trop d'immigration. Et si tu creuses un peu plus loin, j'ai fait une chronique là-dessus. J'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il pose des questions du genre, est-ce que vous trouvez que votre communauté est mieux ou pire à cause de l'immigration? Et au Québec, quelque chose comme 51% disaient que ça ne faisait pas de différence. Je disais, parfait. 31% disaient que ça fait mieux, c'était positif pour la communauté. Et donc, à peu près 9, moins de 10% disaient que non. Puis, si je me souviens bien, en tout cas, mais en plus, quand ils posent à ces gens-là pourquoi c'est mieux, ils disent parce que ça ajoute la diversité. Ça fait que
ce qu'on voit dans les sondages, les études, c'est un peuple qui... Et il y a des questions au sujet de ce que vous trouvez que les personnes, je ne sais pas si c'est racisé, mais ont plus de difficultés des fois pour trouver un emploi. Ouais. Les Québécois, en général, disent oui. Ils reconnaissent que ça peut être difficile juste parce que c'est une autre couleur, une autre religion, quelque chose. Là. Ça fait que moi, c'est pas... mais je m'inquiète de parler de l'immigration comme si c'était la source de toutes sortes de problèmes. Ça contribue peut-être de façon marginale, comme on a parlé de l'âge. Mais la langue, par exemple, vous éliminez toute immigration au Québec, la courbe pour la langue est en déclin, même à 0 immigration. Donc, ce n'est pas n'importe quel indicateur. Maison, maternelle, langue, parler à la maison, en public, connaissance, c'est en déclin, tous ces indicateurs-là, même si tu enlèves toute l'immigration. Donc, il faut faire attention parce que ça peut toucher des gens qui sont nés ailleurs et qui se considèrent entièrement intégrés au Québec, d'entendre ce genre Puis par ailleurs, d'expression-là. le boomerang de dire les Québécois sont xénophobes et tout n'est pas non plus Il y a rien qui... fondé. Le responsable de cette enquête, Environics, j'ai assisté à une de ses présentations l'année dernière, puis quelqu'un a posé la question directement. Est-ce que vous trouvez un lien entre le discours, qui est plus anti-immigration, et les attitudes des personnes? Parce que il a dit carrément, on n'a pas été capable de trouver un lien direct. Ça fait que moi, je ne peux pas non plus dire mais c'est... Oui, ça peut. Oui, quant à l'exode des cerveaux, là, il y a certains commentateurs qui évoquent là, cet enjeu-là de dire que il y a une fuite des talents peut-être qui est causée par l'immigration dans les pays émergents, dans les pays d'origine des gens qui viennent. Que pensez-vous de cette question? Puis est-ce qu'on en a fait assez pour, je pense entre autres aux infirmières et tout, là, donc est-ce qu'on en a fait assez pour prévenir ça? Je ne suis pas experte là-dedans, mais c'est un phénomène qui a été souvent soulevé, surtout dans le passé, j'entends moins, par rapport à des étudiants étrangers, de venir étudier, puis surtout quand tu les invites à venir et rester, là, c'est comme encore plus. Il y a certains pays qui ont établi à un moment donné, je ne sais pas si c'est encore en place, des politiques qui encourageaient des étudiants étrangers à retourner. Et si on avait encore cette règle qu'il faut faire votre demande à partir de l'étranger, ils seraient obligés de retourner chez eux, penser 2 fois, est-ce qu'ils veulent revenir ou non. Mais c'est une question d'éthique et on voit aussi, particulièrement dans le domaine de la santé, l'Organisation mondiale de la santé a adopté un code de pratique mondial pour le recrutement international des personnels de santé. Canada adhère à ça. L'OMS surveille la situation dans les pays en développement en ce qui concerne le nombre de professionnels de la santé et maintient une liste des pays vulnérables. Et on est censé de respecter ça. Fait que c'est reconnu, mais c'est bien tentant. Tous les pays développés ont besoin des professionnels de la santé. Tous. Oui. Et ça fait que c'est un enjeu. Peut-être qu'on peut se déplacer du côté de l'entente Canada-Québec. On parle souvent de cette entente-là comme d'un outil majeur pour le Québec en matière d'immigration. Concrètement, en quoi elle consiste? OK. Bon, l'accord Canada-Québec sur l'immigration et l'admission temporaire des urbains, c'est une vieille expression, il veut dire quelqu'un de l'étranger, a été signé entre le Québec et le Canada en 1991. C'est unique au Québec. Les autres provinces ont d'autres types d'ententes, mais ils ne vont pas du tout aussi loin. Les 2 gouvernements peuvent passer des lois en immigration. Donc, l'accord définit comment Québec et le Canada vont partager ces responsabilités. Le Québec, selon l'accord, définit ses propres seuils. J'ai mentionné, jusqu'à cette année, c'était uniquement l'immigration permanente, mais et le gouvernement fédéral, qui est responsable des frontières, délivre le visa de résidence permanente ou le permis temporaire comme final. C'est après que le Québec a
apporter sa contribution. Donc, si le Québec établit à 50 000 le nombre de résidents permanents acceptés dans une année, le fédéral ne donnera pas plus que 50 000 visas de résidents permanents. Et aussi, le Canada ne peut pas donner la résidence permanente au Québec si quelqu'un n'a pas une CSQ. Ça aussi, c'est dans l'accord. Ça prévoit que le Québec décide de ses propres critères de sélection pour la catégorie économique permanente, selon ses besoins linguistiques et économiques. Donc, ça veut dire le niveau de français, le niveau de scolarité, le type de formation qu'on a besoin au Québec, l'âge et tout ça. En ce qui concerne le regroupement familial, le Québec est responsable des conditions de parrainage, l'entente de parrainage. Même chose pour le parrainage des réfugiés. Donc, on peut établir ces conditions-là. C'est le Canada qui décide qui est un membre de la famille. C'est conjoint de fait, les enfants, quel âge et tout ça. Mais pour ce qui est de l'entente de parrainage, c'est le Québec. De plus, le Québec est le seul responsable des services d'intégration et de francisation. Dans le reste du pays, le fédéral finance ces services selon ses critères, mais l'accord prévoit donc une compensation financière du fédéral pour reconnaître la responsabilité du Québec en cette matière. Donc, le Québec contrôle en théorie les volumes, les conditions de sélection et par les procédures mises en place, même le rythme des arrivées s'ils veulent. C'est surtout maintenant avec le nouveau système depuis 2018. Les demandeurs d'asile demeurent la responsabilité du fédéral parce que c'est le fédéral qui est responsable des frontières, des entrées et des sorties. Donc, c'est l'essentiel. Est-ce que le Québec, maintenant, utilise pleinement les pouvoirs qui sont prévus par cette entente-là? Bien, oui. Il faut nuancer la situation en ce qui concerne l'immigration temporaire. Quand l'accord a été signé, il y avait 2 programmes temporaires. Un pour les étudiants étrangers, puis l'autre pour le permis de travail. Puis celui pour le permis de travail s'appelait à ce moment-là Programme des travailleurs étrangers temporaires. Et ces programmes étaient réellement temporaires. Comme je dis, là, il fallait que les gens quittent s'ils voulaient. Donc, c'était vraiment des personnes qui rentraient puis quittaient là. L'accord prévoit que le Québec donne son consentement sur les permis d'études et les permis de travail, ce qui lui permet de contrôler le nombre et à un certain point les conditions. Dans le cas de l'immigration temporaire, donc le Québec, au lieu de délivrer un certificat de sélection, il délivre un certificat d'acceptation du Québec pour les études et pour l'emploi. Maintenant, en 2014, le programme de travailleurs étrangers temporaires, PTET, on va entendre souvent, a été divisé en 2. Il y en a un pour les permis de travail qui exigent une autorisation du gouvernement pour embaucher. Ça, c'est le PTET qui existe encore. Et un autre pour les permis qui n'exigent pas une autorisation. Donc, dans le temps, là, c'était essentiellement les diplomates, les professeurs invités, les transferts temporaires à l'intérieur d'une même entreprise, les conditions de mobilité à l'intérieur des ententes internationales commerciales, des choses comme ça. Pour une raison qu'on ne comprend pas trop, là, c'est difficile à savoir. On n'a pas des comptes rendus. Je n'ai pas eu accès à des comptes rendus des réunions là, nécessaires pour voir. Mais à ce moment-là, en 2014, le Québec n'a pas insisté à maintenir son droit de consentement sur les permis de travail, ce nouveau programme, qui s'appelait PMI. Programme de mobilité internationale, PMI. Et donc, le Québec contrôle 2 des 3 programmes maintenant. En ce qui concerne le PMI, ça a pris une ampleur vraiment importante. Le fédéral a inventé toutes sortes de permis pour toutes sortes de situations, des fois humanitaires, des fois familiales, des fois donc, ils ont juste continué à... Donc, ça a pris beaucoup d'ampleur. Okay. Puis ça, c'était... oui, le permis d'études a toujours été le plus important au Québec et je pense au Canada. Le PMI a commencé à dépasser même ça. Là. C'est vraiment... le PTET, même si ça a augmenté beaucoup au Québec et plus au Québec qu'au Canada anglais, c'est le moindre des 3. Mais c'est quand même
pas mal de monde. Donc, c'est ça qui fait qu'on n'a pas... on a laissé aller. On a échappé le contrôle là. Donc, c'est... C'est très dommage. oui. Cette entente-là, est-ce qu'elle répond, ben là, il a répondu partiellement, mais est-ce qu'elle répond encore aux défis actuels ou faudrait-il la renégocier? Est-ce même possible, Bien, j'ajouterais? on n'a pas vraiment besoin de renégocier. De toute façon, c'est comme modifier cet accord-là, c'est comme modifier la Constitution. Il faudrait que les deux gouvernements soient d'accord. Ça fait que si on commence à négocier puis on ne sait pas là, qu'on va s'entendre à la fin, ça ne sert à rien de commencer. Donc, mais l'accord prévoit les instances pour l'application. Il y a quelque chose qui s'appelle un comité mixte, un comité d'opération, je pense aussi. Mais le comité mixte, c'est des hauts fonctionnaires des deux gouvernements qui se rencontrent régulièrement pour regarder les enjeux, s'assurer qu'il y a un partage des données, puis on est très dépendant des données fédérales. Et donc, ce serait à ce niveau-là que, par exemple, la négociation d'une reprise de contrôle du PMI pourrait se faire, puis ensuite, ça prendrait de la législation, sûrement, là, mais ce serait compliqué administrativement, mais pas impossible. Donc, dans ce sens-là, ça va pour le moment. Moi, je vois difficilement comment une province, un gouvernement infra-État, puisse avoir plus actuellement, parce que les États-nations sont toujours responsables des frontières, des rentrées et sorties. Donc, mais... Ben, ça amène bien la prochaine question, c'est-à-dire, on a beaucoup parlé récemment là, d'aller chercher les pleins pouvoirs, puis bon, on est quand même à l'approche de 2026 et peut-être d'un éventuel référendum. Quels aspects de l'immigration échappent encore à Québec, malgré l'entente? Autrement dit, qu'est-ce qui serait fondamentalement différent si le Québec était un pays indépendant et gérait son immigration? Mais moi, je considère une politique d'immigration complète. Ça commence en amont, à l'étranger, puis jusqu'en aval. Puis, donc, il y a des éléments qui manquent, qui relèvent des États-nations. La participation aux instances internationales qui traitent des questions qui touchent les migrations internationales. Il inclut le changement climatique, les conflits et tout ça, parce que c'est ça qui pousse les migrations souvent, mais aussi la gestion et tout ça. Il faudrait que nos services, je ne sais pas, parce que c'est tout secret, ces choses-là, mais nos services de sécurité et de renseignement soient branchés au niveau international pour suivre ce qui se passe avec les filières criminelles qui sont partout. Ça, ils sont partout en Afrique, en Amérique du Sud, l'Inde, ils sont un peu partout là, pour essayer de faire de l'argent sur les gens qui veulent se déplacer. Il y aurait aussi des frontières. Québec n'est pas responsable de tous ces documents dont je parlais là, en ce moment. Là. Il serait obligé d'inventer ses propres visas et tout ça. Donc, il aura besoin d'une agence des services frontaliers. Eux autres, ils sont responsables aussi des renvois. Oui, les entrées, les sorties. Donc, puisqu'on a des déportations, là, mais les renvois. Ça prendrait aussi une instance pour traiter les demandes d'asile. La Commission sur l'immigration, le statut de réfugié, là, puis on n'a pas ça au Québec. Là. On n'a pas d'expertise dans ce domaine-là. Ça a l'air de rien, mais un chantier entier à remonter sur les données d'immigration. Non seulement les données administratives, qu'on en aurait au complet à ce moment-là, mais aussi un recensement québécois. Le recensement relève, selon la Constitution, du fédéral, et un recensement québécois nous permettrait de poser des questions qui sont pertinentes pour nos politiques. Et enfin, la question très importante, la citoyenneté. Les conditions, les droits, les devoirs, il y a beaucoup de choses à penser autour d'une citoyenneté québécoise, mais c'est considéré comme le geste ultime d'appartenance à ton nouveau pays, même si tu peux en avoir 2 ou 3 des fois, là, dépendant des pays, mais ça relève des États-nations aussi. Si on se tourne du côté des pistes de solutions, des perspectives là, d'avenir,
Si le système actuel n'est pas soutenable, quelles pistes de réformes concrètes proposeriez-vous pour que l'immigration redevienne un projet collectif et maîtrisé au Québec? On en a déjà évoqué Oui. quelques-unes. Vous vous en doutez que je favorise un retour à l'immigration à une étape. Une étape. Peut-être même ramener cette règle que les gens devraient faire leur demande à partir de l'étranger. Il y aura toujours une place pour certains séjours temporaires, mais il faut être transparent et clair. Très souvent, nous comblons des postes permanents avec des gens avec un statut temporaire, avec une date d'expiration. Pour moi, là, ça a eu du sens. Tout le monde gagnerait d'un système plus simple. Ce serait moins cher pour les personnes qui font la demande, moins cher pour les employeurs, moins cher pour les contribuables. On devait enfin faire l'effort de mesurer des facteurs qui favorisent l'installation et contrôler les CSQ et les CAQ en fonction de ces facteurs de capacité d'accueil. Oui. Et il y a différentes façons qu'on pourrait s'organiser administrativement pour le faire. Puis à moins qu'on décide de permettre des gens, à moins qu'on décide de permettre des gens à statut temporaire actuel de rester, comme je dis, le plus gros défi et le plus pénible, ce serait gérer la baisse du nombre de personnes non permanentes. Donc, ça va trouver une façon de bien faire ça. J'aimerais entendre ça. Parce que, oui, c'est ça. Des gens qui ont mis, par aucune faute d'eux-mêmes, eu le temps de mettre les racines ici, leurs enfants vont à l'école, puis c'est vraiment, oui, c'est un élément là, qui m'inquiète beaucoup à court, moyen terme, c'est de ramener la situation sous contrôle. Mais donc ça, c'est quelques idées. Oui. Quelques idées. Peut-être qu'il y a une certaine redondance ici, mais je vous la pose quand même. Quelles seraient les mesures prioritaires pour concilier besoins économiques, intégration sociale et préservation culturelle? Oui, j'en ai parlé beaucoup. Peut-être qu'on peut aller du côté de la francisation ou en tout cas de la facilité d'intégration, peut-être. Bien, ce que j'ai... Un autre élément que je n'ai pas encore mentionné de l'immigration à une étape, c'est que on va savoir, on sait mieux là, qui sont arrivés. Il y a une équipe du ministère à l'aéroport. Et c'est une équipe qui reçoit ou recevait des résidents permanents qui arrivaient. Là, reçoit moins de monde parce qu'ils ne reçoivent pas des temporaires. Mais quand on recevait comme quasiment 2/3 des résidents permanents qui arrivaient, c'était super parce qu'on pouvait leur expliquer des choses, leur donner des informations, même organiser sur place un rendez-vous pour la RAMQ pour avoir le expliquer et aussi les inscrire dans la francisation si on voulait. Je dois dire là, qu'ils avaient leur bagage, ils n'étaient pas toujours prêts à s'inscrire. Non, mais ils avaient l'information. Mais c'était là et on savait, donc on mettait à jour des données pour savoir où ils allaient s'installer parce que normalement, ils avaient une place prévue. Et on pouvait donc les inscrire à des organismes ou des services qui sont près de chez eux. Tout ça, là, c'est vraiment un service extraordinaire, à mon avis. Et à part ça, l'autre chose, c'est des services, il y a des services d'intégration qui sont moins utilisés maintenant aussi à cause de ce virement à 2 étapes. C'est des séances qui ont été, tout le contenu a été monté par le ministère. Ça donne une description de l'histoire du Québec. Ça explique notre charte, puis les valeurs qui sont dans notre charte, explique comment ça s'applique dans le quotidien. Tout ça explique des choses. Et il y a aussi une partie de tout ça, c'est sur le milieu de travail, les droits des travailleurs, là, puis tout ça, pour les préparer. Donc ça, moi, j'aimerais beaucoup qu'il y ait plus de monde qui passe par ce genre de session d'intégration-là. Moi, je pense peut-être que je rêve en couleur, mais comme je dis, en général, la générosité puis l'accueil est là. Ça, je ne suis pas trop inquiète.
Et surtout s'ils parlent français. Ça, c'est critique, par exemple. Tu sais, la connaissance du français puis une façon de gagner sa vie. Ça, c'est les deux C'est choses que ça prend. selon vous, les facteurs clés de l'intégration, Oui. ça serait ça? Ah oui, absolument. Je l'ai vécu moi-même. Ah. Je suis née à Toronto. Est-ce qu'il y aurait tu sais, on entend parfois là, la compatibilité culturelle ou une forme Mais est-ce moi, que je vous pense que voyez si on ça? explique nos valeurs en arrivant, Les gens savent dans quoi tu ils sais, oui, s'embarquent. c'est ça. Tu sais, c'est oui, tu sais, on va expliquer. Ouais. Tu sais, l'égalité des hommes et des femmes, pas de violence conjugale permis, là, on peut pas discipliner des enfants physiquement. Toutes ces choses sont expliquées dans ces Oui, séances-là. puis l'avantage du système Et à la une étape, laïcité, là, oui, c'est ça. c'est qu'on peut expliquer ces choses-là à l'origine, en amont. En, Bon, oui. en arrivant, là, Oui. moi, c'est tellement ça qui est critique. La francisation, il faut que ça se fasse tôt. Tu sais, les études démontrent, là, tu sais, c'est ça. Si ça va se faire, c'est dans les 5 prochaines années. Donc, si tu laisses quelqu'un travailler dans une usine quelque part pendant 3, 4, 5 ans, là, Puis il fait sa en vie sans parlant le français. l'espagnol parce Oui. que le superviseur est capable de parler, puis il n'y a pas besoin de français. Puis là, tu sais, tu Pas manques bien un- difficile de ça- dire, c'est ben oui, vraiment, c'est c'est essentiel. pas, on les aide pas. Non. Ça fait que c'est vraiment critique, oui. Peut-être, dans le fond, c'est peut-être plus récent, là, mais il y a le Conseil du patronat là, qui insiste sur la nécessité de renforcer l'immigration économique permanente. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de cette proposition-là. Mais c'est sûr, et je suis contente de l'entendre parce qu'il y a d'autres groupes de patronat là, qui veulent l'immigration temporaire. Je dis, mais pourquoi vous Ouais. voulez l'immigration temporaire? Malheureusement, est devenu beaucoup plus là, de bas salaire, puis on veut des bras, puis si on manque de contrats, bien, on peut les retourner chez eux. Là. Tu sais, tandis que si on cherche par l'immigration permanente, les personnes qualifiées, c'est ce qu'on a toujours fait. Euh, ils n'ont pas nécessairement un emploi en arrivant. Mais même ça, ça peut se faire avec le système actuel. Là. C'est-à-dire qu'il est possible de faire un lien entre l'employeur et quelqu'un qui veut immigrer. Ça peut se faire dans le système informatique et tout ça qu'on a actuellement. Donc, ça, c'est possible. Ce qu'on fait maintenant, on invite, au lieu de, avant 2000, au Québec, 2018, au Québec, au Canada, 2015, on traitait toutes les demandes d'immigration en ordre chronologique. Et c'était vraiment en perte de ressources parce que la moitié n'avait pas les points qu'il fallait, puis tout ça. Là, ce qu'on fait, c'est que les gens déclarent un intérêt, ils remplissent un formulaire en ligne et leur demande, leur déclaration d'intérêt reste en système pendant. Et là, il y a un algorithme ou autre où on peut aller chercher des gens qui ont des caractéristiques qu'on cherche. On peut chercher le nombre qu'on veut. Donc, on a beaucoup, le système permet plus de contrôle qu'avant. Ça fait que moi, là, je suis tout à fait d'accord. Ce serait mieux pour l'économie du Québec, ce serait mieux pour les personnes qui arrivent. Je ne vois Tout le pas monde de gagne. négatif là-dedans. Là. Peut-être, là, je vois le temps file, peut-être un mot de la fin. Auriez-vous quelque chose que vous aimeriez que les gens retiennent? Ah, mais là, moi, je pense que l'important, c'est de... C'est la transparence, c'est d'être honnête, que tout le monde soit très honnête sur les informations qui sont disponibles. On a beaucoup de données, mais ce n'est pas toujours les données qu'il faut. Ça, c'est un problème aussi. Et on est très dépendant du fédéral parce que c'est eux autres qui ont toutes les données d'admission puis de sortie, tout ça. Mais il faut être honnête avec les gens. Et ça, parce qu'on a amené trop de monde ici avec une promesse, un rêve qui n'est pas réalisable. Et ça c'est pas correct. Donc, moi, là, oui, il faut reprendre le contrôle, mais correctement. Parce que les Québécois, là, je vous dis, parce que je viens d'ailleurs, sont extraordinaires. Donc, moi, j'ai beaucoup d'espoir, mais il faut vraiment là, Je pense que l'autre message que je mettrais, puis j'ai écrit là-dessus aussi, c'est de
je considère, puisque, comme j'ai dit au début, toute décision touche la vie des personnes. Je fais un peu de comparaison avec l'aide médicale à mourir, là, dans un sens. Et j'aurais tellement souhaité le même genre d'approche Non partisan. non partisane, transpartisan là-dessus, là, parce que c'est une vision pour le Québec, peu importe le statut du Québec, qu'on veut. Et on ne devrait pas jouer des jeux partisans et jouer avec des chiffres juste pour des raisons d'un discours partisan. Là. Non, c'est des gens là, faut qu'on s'entende, faut qu'il y ait un consensus. Et je dirais que le public qu'on a vu commencer à s'inquiéter il y a trop d'immigration, ça se calmera tout de suite s'ils sentent qu'on contrôle la situation. Évidemment, oui. Je l'ai dit il y a 2 ans, là, quand j'ai allé dans la commission. Si les gens sentent que c'est sous contrôle, ils ne se plaignent pas. Oui. Mais s'ils sentent que le système de santé n'est pas sous contrôle, on va entendre parler. Donc, c'est ça que je souhaite. Bien, merci beaucoup pour votre générosité puis d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie sincèrement. Puis j'invite tout le monde à lire L'immigration au Québec, comment on peut faire mieux, qui est un livre qui est dans le fond vos chroniques. Mais je pense qu'il y en a d'autres là, qui ont été publiés depuis. Donc, à vous suivre sur l'autre journal. Vous êtes très prolifique. Alors, j'invite tout le monde à vous lire. C'est vraiment un plaisir de Merci vous lire. beaucoup pour l'invitation. Merci C'est un à sujet vous. important.